Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à notre rendez-vous hebdomadaire. Donc c'est la saison 2 maintenant puisque nous sommes en confinement. Aujourd'hui, nous recevons de 18h à 19h Eric Reinhardt pour dialoguer de l'ensemble de ses écrits, mais aussi à l'occasion de son roman Comédie française qui est paru chez Gallimard à la rentrée littéraire et qui vient de recevoir, c'est tout frais, le prix littéraire 2020 décerné par les Inrecuptibles. Donc bravo Eric. La semaine prochaine... Première édition Ah, de ce bravo, prix. bravo. Et la semaine prochaine, jeudi 26 novembre, nous recevrons à la même heure que Dork Zabounian pour son essai Fiction de Trump, puissance des images et exercice du pouvoir, paru aux éditions Point du Jour. Alors, Eric Reinhardt, j'ai tenté de vous définir, et je dirais que vous êtes, me semble-t-il, un as du collage. C'est-à-dire que vous assemblez des genres littéraires hétérogènes, ça peut être le documentaire, l'autofiction, le romanesque, l'épistolaire, le comique, le tragique, que sais-je encore, et vous en faites un objet passionnant, homogène et littéraire. C'est ça qui me semble être ce qui pourrait vous définir. Votre dernier roman, qui est donc Comédie française, et bon, on pourrait penser en Comédie française, évidemment, à la célèbre institution littéraire parisienne, mais moi, davantage, le rapprochement que je ferais davantage, c'est avec Honoré de Balzac, avec la comédie humaine. Et parce qu'Honoré de Balzac déployait une extraordinaire acuité pour explorer les groupes sociaux et les rouages de la société. Et vous-même, vous êtes un remarquable observateur critique des comportements sociaux et particulièrement du modèle économique d'aujourd'hui. L'un de vos romans, Cendrillon, qui est sorti en 2007, anticipe les dérèglements de la finance et l'énorme crise de 2008 à travers la vie d'un trader, tandis que le moral des ménages ou existences observait avec fureur celle des cadres moyens, ou encore que le système Victoria mettait en scène une directrice des ressources humaines. Pensez-vous, Eric Reinhardt, que l'économie et particulièrement ses rapports de production soit le lieu privilégié dont on peut extraire des matériaux romanesques? Vaste question. D'abord, je voudrais expliquer pourquoi j'ai mis la question économique et la question du travail, du monde du travail, au cœur et au centre de quelques-uns de mes romans. Mes livres, le désir de livres, l'idée des livres que j'écris me viennent toujours de sentiments et d'émotions ou de sensations extrêmement profondes et intimes qui sont souvent de l'ordre de la colère, de l'incompréhension, de l'indignation, une révolte. Et le monde contemporain, et puis mon passé aussi, ont souvent produit sur moi voilà, ces révoltes. J'ai passé mon enfance à écouter mon père chez moi, à la maison, me raconter comment il s'était fait humilier, trahir, écraser et flouer. Et parce qu'il n'arrivait pas à trouver sa place dans le monde de l'entreprise, il n'est parvenu à réaliser aucun des rêves, aucune des aspirations qu'il avait. Et dès lors, dès mon enfance, le monde de l'entreprise et le monde économique me sont apparus en quelque sorte comme un territoire de cruauté, où on n'avait comment dire, que des coups à prendre. Et donc la question comment dire, de l'humiliation, de l'avilissement par la réalité contemporaine est une chose qui m'a toujours captivé comme écrivain. Et c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser à la chose économique en l'articulant très étroitement toujours à l'être intérieur,
à la poésie, à l'intimité, à l'amour et à la beauté. Donc, c'est pas la chose économique en soi, euh, parce que j'aurais fait une école de commerce, je sais pas quoi, qui m'attirait. C'est toujours en relation avec l'aspiration profonde de l'être à s'accomplir et à vivre la vie qu'il souhaite avoir. C'est toujours la question du bonheur et de la place qu'on peut parvenir à conquérir et à avoir dans notre réalité contemporaine sans se trahir, sans se renier, et quels sont les, comment dire, les compromis qu'on est prêt à faire pour trouver sa place dans la société. Et je me souviens que quand j'ai écrit Cendrillon, je lisais tous les jours dans les journaux, dans Le Monde, que le pouvoir politique était impuissant à juguler les effets terribles du capitalisme financier. Et je me disais, mais pourquoi devrait-on, nous, citoyens, se résoudre à accepter cette impuissance du politique? Et c'est pour ça, par exemple, que j'en suis venu à m'intéresser au hedge fund, au capitalisme financier, au fonds d'investissement dès 2005, et en l'articulant très étroitement à des destins individuels et à l'être intérieur et à la sensibilité, à l'intimité de l'individu dans la société. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas, il me semble, aimer de la même façon ou élever ses enfants avec sérénité et comment dire et tranquillité et amour si on est menacé de chômage dans un bassin d'emploi sinistré parce que un fonds de pension américain aurait décidé de délocaliser alors que ce groupe gagne de l'argent, mais simplement pour pouvoir verser encore plus de dividendes aux actionnaires. Donc moi, je pense que la question politique, elle est intimement liée à la question économique, et que donc si on doit parler de politique dans un livre, il faut qu'on parle d'économie, mais aussi si on parle d'économie, il faut parler de peur, et si on parle de peur, il faut parler d'intime, et si on parle d'intime, il faut parler d'amour, et si on parle d'amour, il faut parler de poésie, et donc tout est lié. Et ce que j'ai décidé de faire à un moment, c'est plutôt que de circonscrire. La réalité est tellement globale et complexe, plutôt que de circonscrire les thématiques et les regards et les angles d'approche en écrivant un livre sur la question économique, puis écrire un livre d'amour, puis écrire un livre politique, puis écrire un livre qui serait, je ne sais pas, poétique. Je pense qu'il faut écrire à chaque fois des livres qui lient tout ça. C'est-à-dire que dès lors que je décide de parler de politique, je dois parler de Mallarmé. Et si je parle de Mallarmé, je parle de politique en passant par l'économie, l'amour, etc. C'est comme si, en fait, j'aspirais, moi, et j'éprouvais le besoin, à chaque fois que je m'apprêtais à écrire un livre et à chaque fois que je laisse monter en moi le désir ou le fantasme ou le rêve d'un livre, de prélever comme un gros échantillon de notre réalité. Et dans cet échantillon, il y a tout. À chaque fois, il y a tout. Il y a l'économique, le politique, l'intime, l'artistique, l'amoureux, le sexuel. Et voilà. Alors après, pour répondre plus précisément à votre question, je pense qu'en effet, la chose économique, le monde de l'entreprise fournit aux romanciers des ressources romanesques assez intéressantes et assez fortes. Par exemple, dans Cendrillon, je mets en scène un trader, Steve Steele, qui fait un pari assez risqué, une pause, un short, c'est-à-dire qu'il spécule sur la baisse du marché alors que le marché est haussier et il ne cesse de monter. Tout le monde parie sur la hausse et lui, il est seul à parier sur la baisse et il parie de plus en plus gros et fort. Et en effet, j'ai pu, à la faveur de cette péripétie de mon roman, orchestrer une espèce de suspense comme ça, où même mes lecteurs les plus radicalement de gauche éprouvaient intérieurement une espèce de crainte que mon personnage, j'avais pris au piège mon lecteur dans ses convictions politiques. Voilà.
Pareil avec le monde du travail ou dans le système Victoria, David est confronté à une situation où la construction d'une tour repose sur ses seules épaules parce qu'il en est le chef de chantier et son patron, ou en tout cas l'entreprise qu'il emploie, qui est une grosse entreprise du CAC 40, en fait, ne met pas à sa disposition suffisamment d'hommes et d'argent, mais néanmoins, il doit respecter le planning. Et s'il ne respecte pas le planning, son entreprise devra payer des pénalités absolument considérables. Et c'est sur lui qu'on fait reposer. Donc, là aussi, il y a une forme de suspense et de pression comme ça très forte sur le personnage de fiction. Et ça me permet de parler du monde du travail qui fait, voilà, qui peut peser comment dire, des contraintes de plus en plus lourdes pour des raisons de spéculation financière, puisque bien évidemment, ces grands groupes, lorsqu'ils ne mettent pas suffisamment d'argent pour que les salariés puissent faire leur travail convenablement, eh bien, encaissent des dividendes toujours plus importants. C'est ça, mais c'est ce qui est, les lecteurs qui n'ont pas lu Cendrillon ne peuvent pas savoir que vous êtes capable de faire 30 pages pour expliquer ce que sont les mécanismes financiers. C'est là aussi, quand je parlais de genre documentaire, mais je voulais vous parler de votre dernier roman, donc de comédie française. Mais là, par exemple, sur Cendrillon, en effet, ouais. Quand j'ai décidé de m'intéresser au capitalisme financier et de voir de l'intérieur de quoi il retournait, et pourquoi on lisait dans les journaux que le pouvoir politique était incapable et inapte à en juguler les effets, je suis vraiment parti enquêter. Et c'est ce que je fais pour la plupart de mes livres, et j'adore ça. Et donc là, je suis allé à la rencontre de traders qui en général vivent à Londres, qui en général vivent assez cachés. Ils n'aiment pas du tout parler de leur métier, ni s'ouvrir à des journalistes ou a fortiori à des écrivains, mais par des amitiés comme ça, je suis parvenu à en rencontrer deux qui m'ont vraiment expliqué de l'intérieur voilà, de quoi ils retournaient et en quoi consistait leur métier, qui sont même allés jusqu'à, en effet, abonder dans mon sens en montrant et en désignant et en montrant du doigt, en effet, tous les travers de cette logique. Et donc, j'ai accumulé une matière que j'ai trouvée extrêmement intéressante et que j'ai mis en forme dans mon roman Cendrillon en comment dire donnant en quelque sorte une sorte de cours Tout à fait. Ça pourrait être une enquête d'Ariane Chemin parce qu'à tel point c'était pédagogique. Moi qui ne saisissais pas effectivement tous les éléments, ils étaient remarquablement expliqués. Et à nouveau, là, dans Comédie française, pour votre dernier roman, donc celui qui vient d'avoir le prix des Inrecuptibles, vous avez mis au centre de la narration les ratés du plan calcul en France et ses conséquences sur l'invention de l'Internet qui est passée aux USA. Vous avez transformé cet échec en énorme satire des élites françaises. Pouvez-vous nous rappeler là, à nos auditeurs en quoi consiste cet échec et pourquoi il a attiré votre attention? Alors, Louis Pouzin, un ingénieur français, a mis au point dans les années 70 le datagramme, qui est la technologie sur laquelle repose Internet. Et ce datagramme a été écarté par les pouvoirs publics en 1974 pour différentes raisons. Et la première raison, c'était que Louis Pouzin était donc confronté à la concurrence de l'establishment des télécoms. C'est-à-dire que l'establishment des télécoms travaillait parallèlement à une autre norme, qui était la norme X25, et qui a donné lieu au Minitel. Et il percevait les informaticiens, qui étaient des nouveaux venus, comme des intrus et des personnes indésirables. Donc Louis Pouzin, lui, il avait élaboré le datagramme dans un laboratoire
de l'IRIA à Rocancourt, et celui-ci était abrité par le plan calcul et la délégation générale à l'informatique. Et l'établissement des télécoms voyait d'un très mauvais œil l'irruption de ces nouveaux venus sur leur territoire. Et donc, ils ont tout fait pour mettre de côté le datagramme de Louis Pouzin, alors même que Maurice Allègre, le délégué général informatique, disait aux gens des télécoms, mais quand même prenez ce datagramme, continuez à le développer, et lorsque la norme IS25 et le Minitel auront montré, une fois lancé, leurs limites, eh bien, vous pourrez, Internet, en quelque sorte, pourra se substituer au Minitel. Mais ils ne voulaient pas en entendre. Et donc, ça a déjà été un coup assez décisif et qui a été, comment dire, Ambroise Roux, qui était un gros patron français, a mis un coup définitif sur la tête de Louis Pouzin et du datagramme en convainquant Valéry Giscard d'Estaing en 1974, à peine élu, de s'aborder le plan calcul, la délégation générale à l'informatique et, last but not least, le consortium informatique européen Unidata. Il l'a fait pour différentes raisons. La première, c'était en effet que lui aussi vivait l'irruption et la montée en puissance de l'informatique, voilà, d'une façon qui ne lui convenait pas, et notamment parce qu'il était en concurrence avec Thomson sur le marché captif des commutateurs téléphoniques, et tout ce qui pouvait contribuer à affaiblir le patron de Thomson, Paul Richard, était bon pour Ambroise Roux. Et comme Paul Richard était vraiment engagé principalement sur l'informatique, Ambroise Roux avait tout intérêt à ce que Unidata soit abordé pour que Paul Richard ne prenne pas trop d'importance. Et puis par ailleurs, c'était donc il y avait des intérêts particuliers en jeu, puisque Ambroise Roux allait fabriquer le Minitel via sa filiale, voilà, donc qui était Alcatel. Donc là, Ambroise Roux, en effet, a convaincu Valéry Giscard d'Estaing bizarrement, hein, puisque Giscard d'Estaing, on le perçoit toujours comme un président de la République extrêmement moderne, de s'aborder le plan calcul, la délégation générale informatique, et donc à ce moment-là, le datagramme de Louis Pouzin s'est retrouvé écarté, et les Américains, qui étaient en retard à l'époque, en fait, se sont emparés du datagramme de Louis Pouzin pour lancer Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que un certain nombre de chercheurs européens s'étaient mis d'accord avec Louis Pouzin pour continuer malgré tout à travailler le datagramme, à mettre au point une norme internationale. Et là, les Américains d'ARPANET ont rusé. Ils ont prétendu qu'ils étaient trop en avance pour attendre la mise au point de cette norme. Et ils se sont emparés du datagramme et ils ont lancé Internet avec voilà, sous le nom de TCP/IP. D'accord. Voilà. Alors, c'est une histoire que j'ai découverte en lisant un jour une brève dans Libération où j'ai lu que Louis Pouzin, un ingénieur français, allait être décoré par la reine d'Angleterre pour avoir été l'un des pères d'Internet. Et ça, c'était en 2015. Et je me suis dit, mais ça, c'est extraordinaire. Très intriguant. Je ne savais pas que un Français avait joué un rôle éminent dans Internet. Et je me suis demandé dès lors pour quelles raisons la France n'avait joué in fine aucun rôle dans le lancement et la création d'Internet. Donc, mais alors, dans le roman aussi, il y a effectivement toute cette phase qui est décrite de façon très documentée. C'est ce que je disais aussi, l'aspect documentaire de votre travail, mais il y a aussi quelque chose qui est absolument incroyable, c'est la façon dont vous attaquez les puissants. Donc là, la suffisance d'un puissant comme celle de l'industriel Ambroise Roux
et sa famille est devenue une source infinie de moqueries et leurs modes de vie et privilèges sont détruits, mais au bazooka. Est-ce que vous pensez être un écrivain politique? Oui, je vous ai répondu tout à l'heure. C'est vraiment la question des positions de domination, de l'impunité des puissants, la façon dont certains, comment dire, subordonnent l'intérêt général à leurs intérêts particuliers, sont des choses qui m'ont toujours révolté, indigné, et d'une certaine façon incité à les explorer par la littérature et par mes livres. C'est-à-dire vraiment de dénoncer par le roman, par la littérature, des positions d'impunité ou des situations comme ça de domination qui me paraissent choquantes. Et là, il me semblait quand même qu'il s'était passé quelque chose de vraiment très, très intéressant qu'il fallait quand même porter à la connaissance des gens. Et ça avec une sorte d'esprit, je dirais, sarcastique. C'est-à-dire qu'il y avait Faites-moi vraiment, plaisir. quand je suis tombé sur cette histoire, je me suis dit quand même, euh, on, les éditorialistes du Figaro passent leur temps à nous expliquer que si la France est à la traîne, c'est à cause des travailleurs français, c'est à cause des 35 heures, c'est à cause du modèle social français trop onéreux, c'est à cause du code du travail qui est trop contraignant, c'est lié aux difficultés qu'on a en France à cause de la machine administrative à créer des entreprises. Roux de Bézieux récemment déclarait il allait bien falloir un jour en venir à comment dire, mettre en cause les jours fériés, les congés payés, etc. Bon. Comme si c'était jamais de leur faute, mais quand même, quand un ingénieur français, en l'occurrence Louis Pouzin, met au point le datagramme, qui est la technologie sur laquelle repose Internet, et le rapporte donc aux industriels français sur un plateau d'argent, ils ne sont pas foutus de l'exploiter et ils laissent partir cette invention aux États-Unis qui, eux, ont eu, et il faut bien le leur reconnaître, la vision. C'est-à-dire qu'ils ont compris avant tout le monde que c'était le champ de bataille de l'avenir et qu'il fallait être les premiers et surtout les seuls à s'y implanter pour faire fructifier cette invention. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut raconter cette histoire, mais il faut aussi, et ça je l'ai pressenti dès le départ, il faut aussi le faire avec un esprit frondeur, offensif et contestataire pour prendre la droite française et les industriels et les patrons français à leur propre jeu. Mais Donc, il y a une ouais, dimension politique, bien évidemment. bien Mais sûr. là, avec comment dire, une énergie, disons, satirique. Mais enfin, il est très rare de trouver autant d'humour dans les romans. Et l'acharnement que vous mettez à moquer la suffisance des puissants ou la veulerie de l'humain, hein, parfois, hein, est irrésistible. Pour moi, elle fait passer Michel Houellebecq pour un enfant de cœur, hein, je vous le dis. Et ça se rapproche davantage, parfois, de Thomas Bernard ou même de Pierre Desproges. Et avez-vous conscience de votre solitude dans le monde littéraire? Parce que c'est très rare d'avoir autant d'humour. C'est-à-dire, moi, quand je lis vos romans, évidemment, il y a du tragique, il y a du commentaire, mais je ne peux pas m'empêcher de rire là, dans mon coin. Je ne peux pas le lire dans le train, par exemple, parce que tout le monde va se demander ce que je fais, pourquoi je ris autant. Alors, Donc, est-ce que vous avez conscience quand même de votre solitude, ou est-ce qu'il y a d'autres écrivains qui vous ont inspiré de ce point de vue-là? d'abord, ça me fait extrêmement plaisir que vous me disiez ça. Euh, je me souviens que la première fois qu'on m'a dit que mes livres étaient drôles, ça m'a gêné.
Je me souviens, j'avais fait lire le manuscrit de mon premier roman, Demi-sommeil, à Pascal Quignard. Je l'avais envoyé. Et puis, il m'avait répondu une lettre adorable, me disant que ce livre était très bien et qu'il l'avait fait beaucoup rire. Alors ça, j'étais vraiment stupéfait. Je ne pensais pas que ce livre était drôle. Et puis, quand Le Moral des ménages est sorti, quelques années plus tard, je me souviens chez Stock, tous les gens disaient mais qu'est-ce que c'est drôle, mais qu'est-ce que c'est drôle. Et c'est vrai que à ce moment-là, il m'aurait fait plus plaisir qu'on me dise oh, mais qu'est-ce que c'est fort et puissant, je ne sais pas quoi, ce qu'on pouvait dire par ailleurs. Mais le fait voilà, il y avait une Ah, j'ai perdu le son. qu'on me dise Voilà. que mes livres étaient drôles. Ah, On n'a plus le son, Eric. Voilà. C'est et bon, là on l'a. c'est revenu. Oh, c'est bon, c'est revenu. Euh, mais en effet, voilà, c'est quelque chose qui quand même me touche beaucoup. Et je sais que j'ai cette comment dire, ressource-là du rire dans mon écriture. Je l'ai toujours su quand j'étais enfant et adolescent. J'écrivais des lettres à mes amis et je savais qu'elles étaient extrêmement drôles et que j'avais ce talent-là que j'ai mis de côté quand j'ai commencé à écrire des romans parce que je place tellement haut la littérature qu'il me semblait qu'il fallait que, voilà, que j'écrive de la façon la plus sérieuse possible. Et de fait, dans mes romans, Le Moral des ménages et, Demi-sommeil, dont je parlais tout à l'heure, l'humour est toujours venu par surprise sans que je m'y attende. Et à chaque fois que l'humour advient dans mes livres ou la drôlerie, eh bien, elle n'est jamais volontaire. C'est-à-dire que si je décidais d'être drôle ou d'écrire un livre drôle, je pense que je n'y arriverais pas. Et j'ai observé que la drôlerie et l'humour arrivent toujours dans mes livres au moment où il y a vraiment une tension dramatique extrêmement forte, où je ne cherche pas à faire rire, où il y a même une forme comme ça, de grande rigueur, comme ça, de description des situations, comme si le rire permettait de se libérer d'une pression, à la fois quand j'écris moi, mais aussi libérer le lecteur d'une pression dramaturgique forte. Et en général, quand ça arrive, je l'accueille avec beaucoup de joie et je suis le premier à rire. C'est-à-dire que quand j'écris des choses drôles, je suis vraiment le premier à exploser de rire, mais en général parce que ça me surprend et que je ne l'avais pas anticipé. Alors voilà, il y a des romans, c'est-à-dire que dans mes derniers livres, j'avais plutôt laissé cette veine de côté, La Chambre des époux. Quoique au début de La Chambre des époux, il y a une scène aux Assises internationales du roman à Lyon dont on m'a dit qu'elle avait fait beaucoup rire mes lecteurs. Et moi-même, quand je l'ai écrite, je me souviens que j'étais parti dans des fous rires comme ça. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé Comédie Française, j'avais vraiment envie de renouer avec ma veine sarcastique, féroce, ironique de mes premiers romans, comme Existence ou Le Moral des ménages. Parce que là, tout y passe, hein, dans Comédie Française, c'est-à-dire la famille d'Ambroise Roux, leur décor, leur passion pour leurs petits objets, pour leurs pendules. Les pages sur les pendules, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire, vous creusez, vous allez chercher dans un détail comme ça, qui est juste un élément de décor, un ensemble des pages qui sont irrésistibles. Merci. Mais d'une certaine façon, le champ politique, c'est un champ de bataille. On est en guerre. Il y a vraiment une guerre d'idéologie. Quand je m'amuse parfois à regarder CNews et puis je vois je sais plus comment il s'appelle, cet animateur où on voit Yvan Rioufol et tout ça commenter l'actualité avec
chacun où Elisabeth Lévy, ou c'est comme Pascal Praud, c'est ça? Bon. Et donc, voilà, ils ont des positions idéologiques qui moi, vraiment me révulsent, me choquent, me scandalisent, et qui m'agressent en réalité. Je me sens vraiment agressé par certaines phrases qu'ils peuvent prononcer. Et donc, d'une certaine façon, par mes livres, je les attaque et je les mets en cause. Et alors, là, dans mon roman Comédie française, je le fais avec ironie, et une ironie comme ça, mordante, et qui est une façon voilà, d'attaquer l'ennemi. Dans le fond, c'est Karl Kraus qui disait que, en fait, le satiriste, celui qui pratique la satire, était un anthropophage, et qu'en fait, on mangeait des humains. Et donc, on mange l'ennemi, on le met à bas, symboliquement, donc on le tue. Et d'ailleurs, dans la Grèce antique, la satire, c'était ça, c'était vraiment de mettre à mort symboliquement ceux qui avaient mérité l'infamie. Et je m'étais pas mal documenté quand j'ai écrit mon roman Existence en 2004 sur la satire. Existence était vraiment un roman satirique, et que j'avais vraiment pensé comme une satire. Et l'objet, c'était vraiment de mettre à mort symboliquement mon personnage principal, Jean-Jacques Carton-Mercier. Donc la satire, elle relève toujours de ça, d'une sorte d'attaque, de la violence du monde. Symbolique. Et donc, là, voilà, Dimitri, le héros, le personnage principal de mon roman Comédie française, est un jeune homme de 27 ans, très engagé politiquement, à gauche, et qui entreprend comme ça de mettre en cause une certaine droite française conservatrice dans sa capacité à envisager l'avenir, et à être visionnaire, et à comprendre ce qui se passe, puisqu'ils sont passés quand même à côté de l'invention d'Internet, en écartant le datagramme en 1974. Et donc voilà, ayant entrepris cette chevauchée, eh bien, en effet, il y a Dimitri déploie voilà, des trésors comme ça d'ironie à l'encontre de cette population, et en particulier d'Ambroise Roux, qui est celui qui a convaincu Valéry Giscard d'Estaing d'écarter le datagramme de Louis Pouzin. Ceci dit, vous n'épargnez pas parfois la gauche intellectuelle. Il y a certaines pages dans Cendrillon qui sont assez redoutables et très très drôles aussi. Mais je voudrais passer à un autre sujet. Tous vos romans sont pluriels. Hein. C'est très rare qu'ils ne le soient pas, en tout cas. Ils sont tous pluriels par l'intention qu'ils accordent à leurs nombreux personnages. C'est un procédé qui me fait beaucoup penser à la série, parce que plus que le cinéma, qui s'attache souvent à un héros, parce que ne serait-ce que par sa durée, hein, sur 1h30, il a peu de temps pour se consacrer à différents personnages, mais vous avez réussi à développer non seulement une hétérogénéité, je le disais, de genre, mais aussi une hétérogénéité de personnages. Et pourquoi cette pluralité? Est-ce que ça vous semblait important? Est-ce qu'un seul individu ne pouvait pas porter une intrigue? Comment avez-vous mis en place ce procédé? En général, un livre commence à exister en moi, et je peux commencer à l'imaginer, à le développer et à l'écrire lorsque ce sont plusieurs idées que j'ai qui se sont mises à converser les unes avec les autres, et à se féconder mutuellement, en quelque sorte. C'est extrêmement rare lorsqu'une idée que j'ai donne lieu à un livre. Une idée unique donne lieu à un livre. Jusqu'à présent, ça s'est toujours fait de cette façon-là. J'ai besoin de laisser mûrir et monter en moi un livre. Donc, ce sont de longues rêveries qui peuvent durer plusieurs mois. Et j'avance comme ça à tâtons. Il peut m'arriver de douter, de piétiner et tout ça. Mais c'est vraiment en général, le livre commence à exister véritablement lorsque, voilà, plusieurs idées
que j'ai de situations, de personnages, de thématiques, de sensations se mettent à parler les unes avec les autres. Et puis tout à l'heure, je vous ai dit que, en fait, j'avais décidé il y a longtemps, puis aussi je ne peux pas faire autrement, j'imagine, que voilà, lorsque je évoquais la question politique, il fallait que j'évoque la question économique. Quand j'évoquais la question économique, il fallait que j'évoque la question intime et tout ça, voilà. Et donc ça donne lieu à des livres qui, voilà, en général, sont tissés de plusieurs lignes narratives, ou en tout cas sont constitués de plusieurs blocs. Et ça vient de là, en réalité, bien davantage que voilà, je sais pas, de l'influence des séries que vous évoquiez tout à l'heure. Les séries ont peu d'influence sur moi, mais c'est surtout que depuis quelques années, j'élabore des livres qui sont des livres pluriels où j'entremêle voilà, différentes lignes. Et dans Cendrillon, d'ailleurs, pour revenir à. Je cite souvent Cendrillon, mais c'est parce que pour moi, c'est comme comédie française, ce sont ceux qui m'ont le plus marqué. Hein. Dans Cendrillon, et même s'il y a quatre personnages principaux qui s'entrecroisent, vous êtes en tant qu'écrivain le sujet de près d'un quart du livre. De plus, vous avez consacré un livre, La chambre des époux, à la maladie de votre femme. Et quel rapport entretenez-vous à l'autofiction et comment jugez-vous son hyperprésence dans le champ littéraire? Alors, je ne me considère pas comme un écrivain d'autofiction, même si j'ai été amené dans plusieurs de mes livres à me mettre en scène moi, mais je pense que je l'ai fait d'une façon très personnelle, sans m'inscrire et sans même m'imaginer ou penser que je m'inscrivais dans ce courant de l'autofiction. Ce que j'ai fait avec Cendrillon, c'est que j'ai en quelque sorte fait expérimenter l'autofiction fantasmée. Donc c'est une façon un peu différente de pratiquer l'autofiction. Ça ne m'est jamais arrivé d'écrire une autofiction à proprement parler, c'est-à-dire un livre où je raconterai strictement un événement ou un épisode de ma vie en me limitant à raconter cet épisode. Dans Cendrillon, je me mets en scène moi-même sous mon propre nom, mais avec le projet de me mettre en scène et de me mouvoir en quelque sorte dans le livre comme si j'étais un personnage de roman, donc dans une forme d'intensité et d'énergie romanesque. Et par ailleurs, d'imaginer trois autres personnages qui sont présentés comme mes avatars et qui, dans le fond, illustrent trois facettes de ma personnalité. D'accord, de ce que vous auriez pu être. Alors, c'est-à-dire qu'en effet, le schéma du livre, c'est que serais-je devenu si un certain nombre de décisions que j'avais prises dans ma vie, je ne les avais pas prises. Et donc, ma vie aurait pu prendre différents chemins et différentes formes. J'aurais pu devenir un autre que celui que j'ai fini par devenir, c'est-à-dire l'écrivain Eric Reinhardt que je mets en scène dans Cendrillon. Et donc, en explorant voilà, le trader, le paria réfugié chez sa mère et qui devient extrêmement violent, une forme de terroriste, et puis un autre qui est planqué dans une entreprise en Allemagne et qui vit sa vie en quelque sorte par procuration et qui vit une vie virtuelle. Dans le fond, je mets en scène différentes facettes de ce que je suis. C'est-à-dire le trader, c'est celui qui prend des risques, donc, parce que j'estime que l'artiste est quelqu'un qui, au même titre que le trader, en effet, mise beaucoup sur des idées comme ça. Et voilà, donc il y avait quelque chose qui m'intéressait dans le rapport du trader au risque et au gain. C'est-à-dire un artiste qui se lance, ou moi, quand je me lance dans l'écriture d'un livre aussi énorme, improbable, difficile à réussir que Cendrillon, en fait, je prends un énorme risque artistique, je prends un risque existentiel aussi, parce que je consacre 3 ans à un livre sans savoir si je pourrais arriver au bout et savoir même s'il pourra fonctionner un jour.
et j'en attends un gain énorme, un gain, comment dire, symbolique. Oui, bien Et sûr. donc, quand j'ai commencé à discuter avec les traders, autant je me sentais comment dire, dans une idéologie bien évidemment très différente parce qu'ils sont ultra-libéraux, ils font passer leurs intérêts personnels avant l'intérêt général, etc. Et il n'y a aucune sensibilité de solidarité, Ils disons, voilà. Et n'ont la pas question d'empathie, surtout. ils n'ont pas d'empathie, la question des injustices sociales, etc., ne les effleure pas, mais dans le fond, j'arrivais à me projeter en eux, dans leur rapport comme ça à la prise de risque, et puis dans leur engagement dans le présent, puisque quand on fait du trading comme ça, on est vraiment on joue sur des infinies variations temporelles, etc. Bon. Bien sûr. Après, il y a le paria révolté que je mets en scène aussi dans Cendrillon. Donc chez moi, il y a une forme aussi de refus d'une certaine réalité, le désir de terrorisme en quelque sorte, de mettre des bombes. Alors, on parlait tout à l'heure du satiriste, mais le satiriste, il met des bombes, c'est-à-dire Oui, c'est d'une ça. certaine façon, lorsque je fais rire aux dépens d'Ambroise Roux, c'est un peu comme si je mettais une bombe dans la maison d'Ambroise Roux. C'est-à-dire que chaque éclat de rire de mes Bien sûr. lecteurs est une offense faite à la mémoire d'Ambroise Roux, en quelque sorte. Donc c'est vraiment presque une action de terroriste que de faire ça. Donc je ne tue pas les gens dans la vraie vie, mais je peux les tuer symboliquement par des phrases. Des phrases peuvent faire du mal et pas tuer, mais bon. Et puis, écrire et être écrivain, c'est aussi, dans le fond, vivre virtuellement. C'est-à-dire que je pense que je vivrais davantage de choses dans le réel si je passais pas les 2 tiers de mon temps dans mon bureau, enfermé à fantasmer des situations et des personnages. Et souvent, j'assouvis mon désir, voilà, d'inconnu, de rencontres, d'émotions, de sensations nouvelles par l'écriture, bien davantage qu'en allant dans le monde réel et en vivant les choses véritablement. Donc, en écrivant Cendrillon, je parlais de tout ça, et dans le fond, c'est une gigantesque autofiction, et je dirais même que c'est une sorte de méta autofiction, dans la mesure où je me mets en scène moi-même, mais je me mets également, je fais mon portrait à travers des personnages de fiction qui me représentent. Donc c'est comme une autofiction augmentée, en quelque sorte. Très bien. Par ailleurs, moi, je fais pas du tout le procès de ceux qui pratiquent l'autofiction. Je pense que la seule, parce que en effet, pendant des années, alors un peu moins maintenant, mais pendant des années, les journalistes, voilà, ne cessaient de reprocher aux écrivains français de se complaire, voire de s'enliser dans l'autofiction, en déplorant que cela devienne un genre majoritaire. Et moi, moi-même qui pratiquais un peu l'autofiction à ma manière, mais qui le pratiquais un peu, notamment dans Cendrillon, je me disais, mais on s'en fout, où est le problème? La question, c'est la question de la littérature. Il y a de bons livres et de mauvais livres. C'est la seule chose qui importe. Il peut y avoir de grands livres, des livres passionnants et très intéressants qui relèvent de l'autofiction et beaucoup de livres qui relèvent du pur imaginaire et qui sont inintéressants. Donc je trouvais que c'était vraiment une fausse question et c'était mal posé le problème que de mettre en cause comme ça le soi-disant nombrilisme des romanciers français, alors que cette veine de l'autofiction voilà, a donné quand même de grands livres et des chefs-d'œuvre, de Annie Ernaux en passant par Guibert et d'autres. Bien sûr. En plus d'être pluriel, là, on l'a vu avec vos avatars, comme vous introduisez parfois, comme dans le dernier roman, on dit comédie française, des disjonctions. Et ces disjonctions, elles déconstruisent les habitudes romanesques. Là, il y avait un exemple très fort dans Comédie française, toujours, c'est que Dimitri, votre héros, il est dans un état de demi-sommeil, il voit un doc à la télévision, je crois que c'est sur Arte, hein, je sais plus, enfin, en tout cas, il voit un doc sur Max Ernst, et tout d'un coup,
il y a un arrêt du roman et vous allez, sous ce prétexte, construire 40 pages sur Max Ernst, donc l'artiste surréaliste aux États-Unis et sa vie aux États-Unis. Pourquoi introduire là une disjonction qui s'est vraiment, cette fois-ci, encore plus, davantage que dans d'autres romans que vous avez écrits, éloignée de la narration, qui n'a pas de rapport direct à la narration? D'abord, alors, j'ai envie de répondre en plusieurs temps à cette question. La première, c'est que j'ai vraiment mon esthétique, disons, mon esthétique relève vraiment des contrastes de tessiture, des ruptures de ton. J'aime en effet élaborer des formes qui relèvent presque des arts plastiques, en fait. C'est pour ça que je parlais de disjonction et d'un artiste que j'aime beaucoup, qui est Jean-Luc Moulin, et qui lui-même, voilà, utilise ce procédé à l'intérieur de sculptures. Voilà, je vous laisse continuer. Oui, oui. Donc moi, je me vis vraiment comme un plasticien. Et quand je commence à rêver mes livres, je les visualise vraiment de cette façon-là, en imaginant en effet des oppositions d'atmosphère, des confrontations de registres d'écriture différents. On l'a évoqué au début de notre entretien, mais c'est vrai que voilà, de conjuguer dans un même livre une écriture documentaire, une écriture plus poétique, une veine romanesque forte, voilà, et de faire cohabiter tout ça dans un même livre en assumant et même en accentuant le caractère hétérogène. Ça, c'est vraiment une esthétique qui me plaît, qui est mon esthétique et que, voilà, et que j'essaie de mener de plus en plus loin à chaque fois, de livre en livre. Pour revenir à Max Ernst, en fait, ce qui m'intéressait de faire, c'était de rentrer dans cette question de Max Ernst par la porte de l'intime, et celle de l'univers de Dimitri, qui s'intéresse à ce peintre, qui aime ses tableaux, mais qui aime aussi le rapport de Max Ernst, non seulement à l'art et à la création, mais aussi à l'amour, aux femmes, à l'inconnu, au voyage, à l'histoire. Et donc, voilà, Dimitri raconte qu'il a vu pendant son adolescence un documentaire qui l'a fasciné, et où on voit Max Ernst comme ça construire des maisons de ses propres mains pour y abriter les histoires d'amour qu'il vivait et y créait. Et ça, c'est quelque chose qui voilà, touchait et subjuguait et fascinait Dimitri. Et donc, il le raconte. Et puis, Max Ernst, après, part aux États-Unis, rencontre une autre femme, et de la même façon qu'il l'avait fait dans les gorges de l'Ardèche, se met à construire de ses propres mains une maison où il va vivre longtemps. Et pour vraiment Dimitri, c'est vraiment le fantasme de la vie idéale, c'est-à-dire se construire un lieu à l'écart du monde et de la réalité pour y créer et s'y aimer. C'est vraiment bon. Donc je raconte ça. Mais ce faisant, puisque dans ce documentaire dont Dimitri parle, Max Ernst prétend avoir donné une leçon à un peintre américain, une leçon en montrant à un peintre américain dont il tait habilement le nom, une leçon, et il prétend que de cette leçon est né un mouvement artistique important qui est l'action painting. Et on sait que l'action painting a l'émergence de ce mouvement artistique aux États-Unis a entraîné le déplacement de l'épicentre artistique mondial de Paris aux États-Unis. Et donc Max Ernst, comme ça, très tranquillement, dans ce documentaire, prétend que, en fait,
ce déplacement de l'épicentre artistique de Paris à New York est passé par son corps, puisque c'est lui qui a enseigné cette technique du dripping à Pollock. Et là, Dimitri est absolument fasciné qu'une révolution aussi majeure soit passée comme ça par le corps d'un Européen, comme si Max Ernst avait vraiment transmis le relais, le flambeau de l'avant-garde artistique à un Américain. Et donc, Dimitri, qui rêve de devenir écrivain, se met à imaginer un roman qui mettrait en scène le moment précis où Max Ernst enseigne la technique du dripping à Pollock, et donc d'explorer vraiment de l'intérieur un moment crucial de notre histoire, même si ce moment crucial n'a sans doute jamais existé, puisqu'on ne peut pas imaginer une seule seconde que de cette leçon qui s'est faite une après-midi à New York ait pu naître un mouvement entier. Donc c'est un peu outrecuidant de la part de Max Ernst que de s'attribuer, dans le fond, la paternité de l'émergence de ce mouvement artistique, mais n'empêche qu'il le dit, que Dimitri le prend en mot et rêve de pouvoir écrire un roman autour de cet après-midi en centrant ce roman sur le moment précis, la seconde précise où la première goutte de peinture de Max Ernst tombe sur la toile vierge de Pollock, comme si c'était un cataclysme planétaire voilà, qui révolutionne le monde des arts. Voilà. Donc, en effet, c'est une disruption dans le roman, mais qui est tout à fait cohérente, puisque comme le livre explore aussi l'univers intime de Dimitri, cette histoire-là, Max Ernst, les maisons, les lieux, l'amour, l'inconnu, l'aventure, l'art, etc., ça fait vraiment partie de l'univers de Dimitri. Mais ce que je me suis, moi, ce que j'ai essayé de faire, ce que je rêvais de réussir quand j'ai commencé à rêver mon roman Comédie française et à l'écrire, c'était et je me souviens, c'est une image qui vraiment me poursuivait, c'était d'arriver à faire un livre qui serait comme un cristal, comme un caillou. C'est-à-dire que quand on l'oriente comme ça, il y a sa scintille, il y a des reflets, et on voit un livre ou un autre. Et donc, en effet, on suit Dimitri dans sa vie comme ça, sentimentale, amoureuse, professionnelle, et puis voilà, avec son univers et ses rêves, ses aspirations, ses désirs contrariés, tout ça. Mais il y a aussi une autre histoire qui se dessine souterrainement dans le livre, c'est celle de la montée en puissance des États-Unis dans la seconde moitié du XXe siècle, à la faveur de deux événements qui sont en effet donc ce déplacement de l'épicentre artistique mondial de Paris à New York, et puis après, bien évidemment, avec Internet. Et ce serait un peu lourd et un peu, comment dire, simpliste que de mettre cette chose-là en avant de façon trop explicite dans le roman, mais néanmoins elle se dessine en filigrane. C'est-à-dire que c'est pas une thématique structurelle et porteuse, mais néanmoins, lorsqu'on comme ça, on bouge mon livre comme ça en quelque sorte mentalement, on peut la voir apparaître en transparence. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse de faire. C'est-à-dire que j'aime bien quand les livres restent insaisissables. Lorsqu'ils se dessinent comme ça, des transparences, des scintillements, des reflets. Et en effet, selon un certain angle, en fait, on voit apparaître comme ça, comme en profondeur dans mon livre, cette thématique de la montée en puissance des États-Unis à la faveur comment dire, d'une stratégie. C'est-à-dire que dans les deux cas, dans le cas de l'action painting et dans le cas du lancement d'Internet,
les États-Unis ont quand même manifesté une volonté d'hégémonie, de puissance et de conquête. C'est-à-dire que c'est pas seulement que les Américains étaient extrêmement doués, talentueux, voire géniaux, parce qu'on peut être géniaux et talentueux sans être dominant. Là, il y avait non seulement le talent, le génie de Max Ernst, de Rothko, Max Ernst, de Pollock, de Rothko, et enfin, voilà, de tous les peintres de cette époque. Et puis après, avec Internet, je ne sais plus où j'en suis de ma phrase. En tout cas, vous faisiez le lien entre ces deux phénomènes dominants, le domaine financier qui va être celui d'Internet et le domaine symbolique qui est celui des arts. Oui, dans les deux cas, les Américains ont manifesté un désir de domination et d'hégémonie, puisque j'ai découvert en enquêtant, et ça c'est vraiment quelque chose de très très intéressant et qui est assez peu connu, c'est que les artistes de l'expressionnisme abstrait dans les années 50 ont été financés et propulsés dans le monde entier par la CIA à leur insu. C'est-à-dire que la CIA, enfin les Américains, et via la CIA, ont compris en fait tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir à rendre fameux et à diffuser dans le monde entier les artistes de ce courant artistique pour montrer l'inventivité, la liberté et la puissance de cette nouvelle Amérique de l'après-guerre, par contraste avec le caractère extrêmement comme ça dogmatique, rigide, figé, autoritaire de l'Union soviétique. Et donc la CIA a, à l'insu des artistes, qu'il aurait sans doute refusé, financer les expositions des artistes de l'expression. Des catalogues, des publications, catalogues, etc. Voilà. Vraiment dans un désir voilà, de conquête planétaire. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les Américains d'ARPANET, s'ils ont refusé une alliance et une collaboration avec les chercheurs européens pour mettre au point une norme internationale, c'est qu'ils voulaient être les seuls à lancer Internet en prenant de vitesse tout le monde afin de pouvoir faire fructifier voilà, leur position sur le plan économique. Et donc ça, c'est quelque chose qui se dessine vraiment en filigrane de mon roman, mais qui n'apparaît pas d'une façon porteuse. Donc cette disruption, comme vous le dites tout à l'heure, voilà, elle a cette fonction-là également. Et là, il est 7 heures. Donc, je suis très content d'avoir passé une heure avec vous. Je voudrais vous poser une dernière question parce que je sais que vous êtes très intéressé par les arts visuels, les arts du spectacle. Est-ce que vous entretenez des amitiés avec un certain nombre d'arts visuels, un certain nombre d'artistes du spectacle, et cette amitié nourrit à la fois vos romans? C'est souvent évoqué dans vos romans. On voit un certain nombre de personnalités artistiques qui circulent à l'intérieur de vos pages. Quelles sont les personnalités qui aujourd'hui cheminent avec vous et vous aident à... Alors, ce ne sont pas forcément des amis, ça peut être aussi des artistes mondialement connus. Je sais que je suis assez influencé par l'architecture. C'est vrai que je pense beaucoup à l'architecture quand j'écris, à Rem Koolhaas, à Tadao Ando, voilà. Je suis... alors, il y a un artiste que j'aime beaucoup, qui est Pascal Rambert, qui est un de mes plus proches amis. Et je dois dire qu'il m'a assez influencé dans mon travail. Pour revenir aux formes plurielles dont je parlais tout à l'heure, et à cette approche de plasticien de mon travail, c'est toujours quelque chose que j'ai du mal à faire comprendre. C'est-à-dire que quand je commence à rêver un livre et que je le porte en moi comme ça et que je l'élabore, souvent, bien davantage que la valeur de l'histoire, des situations et des personnages, c'est la forme même qui m'entraîne et qui me donne confiance et qui me porte et qui me pousse.
par exemple, quand j'ai commencé c'est juste un exemple, hein, à rêver mon roman L'amour et les forêts, qui raconte l'histoire d'une femme aux prises avec un mari extrêmement toxique, Qu'on appelle un dominant. pervers narcissique maintenant, oui. On peut Voilà. appeler, si Voilà. on veut, un pervers narcissique ou un grand malade qui lui dénie le droit voilà, d'exister en quelque sorte, et qui l'asphyxie, l'étouffe, lui coupe les ailes et fait tout pour qu'elle perde confiance en elle, pour pouvoir voilà, la dominer complètement, donc il l'isole de ses amis, du monde extérieur, etc. Bon, histoire extrêmement forte, et si je dis ça, c'est que je me suis inspiré de l'histoire de plusieurs femmes, histoires qui m'ont été racontées, et donc j'ai comme ça mixé différents témoignages pour bâtir le squelette narratif de L'amour et les forêts, et bâtir construire, disons, le personnage de Bénédicte Ombredan, l'héroïne de ce livre, et que je nourris par ailleurs avec ce que je suis, mon rapport réel, mon imagination, ma culture, etc. Bien sûr. Mais ce qui la vision que j'avais de mon livre, et ce qui, à mes yeux, en donnait toute la valeur, davantage que le personnage de Bénédicte Ombredan et cette histoire, c'était cette forme que j'en avais, enfin l'idée de la forme que j'en avais, qui était un livre construit en panneaux. Pas du tout un livre qui serait une succession de chapitres, mais je visualisais mon livre comme une succession de panneaux avec, comment dire, des ruptures extrêmement franches, nettes, abruptes et radicales entre eux. Et à chaque fois, chaque panneau avec une atmosphère, vraiment une matière, tessiture, un registre de langue différent. Et c'est drôle parce que, en fait, c'est très important pour moi. Dans le fond, c'est la chose qui me stimule le plus quand j'écris. Et c'est peut-être ce dont on parle le moins. Alors, certains de mes lecteurs le sentent et le voient. Peut-être qu'ils ne se formulent pas véritablement la chose, mais il y a quelque chose d'assez paradoxal dans la situation de l'artiste que je suis, en fait, comment dire, d'élaborer des formes comme ça. Pendant toute la durée, c'est vraiment ce qui me stimule le plus, c'est d'élaborer des formes de cette façon-là. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci Eric, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Donc c'était un véritable plaisir, c'était un honneur. Oui, non, je sais pourquoi je dis ça. C'est qu'en fait, en effet, un spectacle comme Clôture de l'amour de Pascal Rambert, qui en fait met en scène voilà, un couple qui se déchire, en rupture, qui se déchire, et d'avoir comment dire, organisé ce dialogue entre ce couple par deux monologues, presque séparés d'une façon extrêmement franche et nette, avec une césure au milieu du spectacle où le spectacle commence par un monologue de Stanislas Nordet, et puis voilà, c'est la femme qui répond dans un second temps. C'est vrai que cette forme-là, d'une certaine façon, en deux panneaux comme ça, est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, touché, plu. Alors il est vrai que les amitiés comme ça, voilà, c'est pas un hasard si j'ai ces connexions avec Pascal Rambert, puisque dans Le Moral des ménages, j'avais aussi moi-même comme ça placé au cœur du livre, ou disons à deux de ses extrémités, deux monologues, le monologue du fils à son père, et à la fin le monologue de la fille à ce garçon devenu père à son tour. Donc c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est vrai. Il n'y a pas de hasard si le travail
de Pascal me fascine à ce point, et si on a vraiment une amitié très fructueuse et profonde, parce qu'on parle beaucoup, on échange beaucoup. D'ailleurs, il s'apprête à m'envoyer sa dernière pièce. On s'est échangé des messages aujourd'hui. Voilà, ça c'est quelqu'un, Pascal, qui m'impressionne beaucoup, qui m'a nourri par son travail et son esthétique. Voilà. Bon. Ben, Il y en a merci. quelques-uns comme ça. Merci Eric. Merci à tous ceux qui ont suivi cet Instagram direct lié aux Beaux-Arts de Paris, de la programmation culturelle. Merci à vous. Voilà. Et à la semaine prochaine, à jeudi prochain, à 18h.